Merci. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers co-rapporteurs et collègues, je rapporte plus particulièrement une partie du titre 3 et les titres 4 à 6. Ceux-ci sont relatifs aux nouveaux moyens d'action des polices municipales et des gardes champêtres, à leurs obligations de formation, dispositifs de mutualisation et de coordination des forces, ainsi qu'au cadre applicable en matière de contrôle et de déontologie des agents. Ces dispositions sont indissociables de l'extension des compétences des policiers municipaux et des gardes champêtres. En effet, si cette évolution ne constitue pas un changement de paradigme, elle va cependant de pair avec la nécessité d'avoir sur le terrain des agents mieux formés, mieux coordonnés, mieux contrôlés. Plusieurs articles présentent une importance particulière. S'agissant des nouveaux moyens d'action que le projet de loi octroie aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, l'article 8 du projet de loi leur permet de recourir au dispositif de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, les fameux LAPI, pour les infractions du code de la route pour lesquelles le propriétaire du véhicule est redevable ou responsable pécuniairement. Il met ainsi fin à une situation paradoxale dans laquelle ces agents peuvent constater de nombreuses infractions en matière de sécurité routière, mais ne peuvent pas recourir au LAPI pour le faire. C'est par exemple le cas des infractions en cas de stationnement dangereux. Je m'attarderai quelques instants sur les articles 10 et 12 qui opèrent une refonte majeure de l'organisation de la formation des policiers municipaux et des gardes champêtres sur le modèle de la formation des fonctionnaires territoriaux. Celle-ci sera désormais organisée en 3 blocs, des formations d'intégration, des formations de professionnalisation obligatoires, dispensées tout au long de la carrière et adaptées aux besoins des services. Il s'agit de la formation dite continue. Enfin, des formations de spécialisation dispensées en cours de carrière à la demande de l'employeur. Ces formations comprendront notamment les formations relatives au port d'armes ainsi que celles visant à garantir les qualifications nécessaires à l'exercice des compétences judiciaires, en particulier celles octroyées à certains services de police municipale en application de l'article 2 du projet de loi qui vous a été présenté. L'article 11 du projet de loi initial prévoyait par ailleurs la suppression du dispositif d'engagement de servir des policiers municipaux instauré il y a 5 ans par la loi sécurité globale. Le Sénat l'a rétabli alors qu'il n'a manifestement pas fait ses preuves. Pire même, l'absence d'engagement de servir est aujourd'hui devenue un argument d'attractivité pour les communes recrutant des policiers municipaux, à rebours de l'objectif recherché initialement. Je vous proposerai donc d'en revenir sur ce point au texte initial, à savoir un mécanisme de remboursement automatique de la formation en cas de mutation dans les 3 années qui la suivent. Le projet de loi comporte par ailleurs plusieurs dispositions intéressantes aux articles 13 et 14 qui tendent à assouplir les conditions dans lesquelles les communes peuvent mutualiser leurs forces de police municipale, à mieux les coordonner avec les forces de sécurité intérieure et à faciliter le recours aux agents temporaires de police municipale, les ATPM, lorsque les communes organisent des grands événements au-delà des seules communes touristiques. L'article 15 constitue également une avancée importante. Il met en place un numéro d'identification individuelle des agents sur le modèle du matricule déjà en vigueur au sein des autres forces de sécurité intérieure. Ce numéro devra être porté de manière visible sur la tenue des agents. Grâce à la création d'un registre national tenu par le ministère de l'Intérieur, ce numéro permettra par ailleurs de systématiser le suivi des agréments et des mutations géographiques et de partager les informations entre les employeurs et les autorités administratives et judiciaires. Il permettra de faciliter et de sécuriser l'accès à certains fichiers de police. Enfin, le projet de loi initial prévoyait à ses articles 16 à 18 des dispositions en matière de contrôle et de déontologie. Il ouvrait la possibilité de saisir les inspections générales du ministère de l'Intérieur pour vérifier l'organisation et le fonctionnement des organismes de formation de police nationale, c'est-à-dire des antennes locales du CNFPT. Il créait un code de déontologie applicable aux gardes champêtres et il étendait la compétence de la commission consultative des polices municipales aux gardes champêtres. Force est de constater que sur cet aspect, la portée du texte initial était quelque peu limitée. Elle ne permettait pas de répondre aux carences constatées par de précédents rapports parlementaires ainsi que par la Cour des comptes et le Conseil d'État. Le Sénat a donc prévu la création d'une mission permanente d'évaluation et de contrôle de l'organisation, du fonctionnement et des actions des services de police municipale et des gardes champêtres qui reposerait sur les inspections générales du ministère de l'Intérieur. Cette proposition a le mérite de poser le débat, mais ne me paraît pas totalement satisfaisante, tant pour des motifs opérationnels que pour des raisons de principe. Les inspections générales doivent pouvoir réaliser des contrôles ponctuels, mais elles n'ont pas vocation à évaluer de manière permanente et systématique les services des collectivités. Elles n'en auraient de toute façon pas les capacités matérielles. Sur ce point, le texte doit donc évoluer. Il me paraît intéressant de renforcer prioritairement les contrôles internes afin de diffuser la culture déontologique à chaque niveau de responsabilité
au niveau du chef de service, puis des autorités exécutives notamment. De ce point de vue-là, nous aurons l'occasion d'en rediscuter, notamment à partir des propositions du gouvernement. Malgré ces quelques ajustements, je remercie le gouvernement de soumettre à notre examen un projet de loi, d'une part, rigoureusement préparé après concertation et consultation des acteurs et instances concernés, et d'autre part, mon collègue l'a rappelé, très attendu par les policiers municipaux, les gardes champêtres et les élus locaux. Je me réjouis de la qualité des débats qui s'annoncent au vu des amendements déposés, qui sont fidèles aux différentes visions politiques des polices de proximité que nous pouvons avoir. Je vous remercie.